T'es prête? Tu nous ferais pas un petit sourire ce matin, hein? Tout continue à cause de vous. Ça me fait plaisir. Ça prouve que t'as chaud dans la carcasse. KGB. C'est bien la première fois que j'entends ma voix en dehors de moi, dans la radio. KGB. On y va. Coucou la team KGB, c'est Mireille. Tout le monde est là? Vous faites quoi là de beau? Moi, je t'écoute avec grande attention. Ouais, Jacques. Moi, je vais en manif avec Agnès et puis j'envoie du soutien à mes potes libraires à Paris qui se font défoncer leur vitrine par l'extrême droite et niquer leur budget par Rachida Dati. Calme-toi, Jacques, calme-toi. Agnès. Ouais, bah tout Tranquille. pareil, hein, vraiment. Ah ouais, t'es là, t'es avec. David? Oui. Tu fais quoi? Pas grand-chose en ce moment. Ah ouais, ça Je va. stresse un peu comme Elisabeth, mais on en reparlera plus tard. Pas d'ulcère? Pas d'ulcère, non, Ok. pour l'instant, jusqu'à maintenant. Très bien. Bon, moi je comprends que vous soyez tous un peu fatigués à l'approche des fêtes. Moi, rien qu'entendre Maria Carré en train de dégeler, ça m'épuise d'avance. De là à consacrer une émission entière à l'anti-cerne, je sais pas si on va tenir 1 heure sur le sujet. Peut-être qu'on peut aussi parler de fond de teint, mascara. Moi j'utilise des trucs bio, je pense que ça pourrait intéresser les gens du coin par exemple. À base de reblochon, de patates. Mireille, on va pas parler de CERN, mais on va parler du CERN, le Conseil européen pour la recherche nucléaire. C'est pas la même chose. Ah ouais? Ouais. Ah, effectivement, là, on doit pouvoir tenir un peu plus longtemps. J'ai vu hier que les satellites avaient observé des vagues de 35 mètres de haut dans le Pacifique. Franchement, le retour de Godzilla, on est en plein dans le sujet, non? Ouais, pas sûr qu'on ait le temps d'aller jusque-là, mais je le note quand même. Pourquoi? J'ai combien de temps pour revoir mon sujet? 40 secondes à tout péter. Hein. Oh putain. Bon, je lance le jingle là. Silencio. Dans l'immédiat, je vous invite à retrouver un nouveau numéro de KGB. Mesdames, Messieurs, le vol spécial auquel vous assistez est consacré au premier enregistrement à bord d'un avion en vol. La radio a toujours su résister et s'adapter. C'est pas moi. Je vois rien. Mais regarde avec l'œil qui est ouvert. J. La radio évolue. B. Je sais qui c'est, mais je dirai rien. Il est inutile de contrôler sa carte d'identité. Désolé, tu vas avoir un choc. C'est un oiseau? C'est un avion? KGB. KGB. Ah bon? Avant, je sais plus de quoi en parler. Bah non. Ah bon? Je me rappelle plus. C'est ainsi que j'ai conclu. Si, oui, voilà, j'y suis que j'ai conclu. La radio n'a pas dit son dernier mot. Bonjour, bonsoir à toi, auditeur, auditorice, toi qui as l'audace d'écouter ce programme subversif et sautillant en FM ou sur les réseaux. Merci pour ta fidélité au KGB. Aujourd'hui, tu l'auras compris, en presque direct du bistrot des Tilleuls à Annecy, on va parler présent et futur, presque de science-fiction puisqu'il s'agit aujourd'hui de science-friction. Ça joue à peu de choses et nous allons avec nos invités du jour, Brigitte, Rémi et Lisbeth, qui viennent aujourd'hui représenter pour nous le collectif Concerné et évoquer pourquoi il vaudrait mieux que le nouveau projet de collisionneur circulaire reste un projet de fiction plutôt qu'une réalité. Et maintenant, permettez-moi de citer ouvertement et sans délai le site internet Concerné où vous pouvez dès maintenant adhérer et suivre le déroulement de ce dossier gigantesque. En effet, le CERN évalue actuellement la faisabilité d'un nouveau collisionneur de particules enfoui à plusieurs centaines de mètres, sous terre et long de 92 km, passant sous le lac et faisant le tour du Salève. Ce serait l'un des plus grands ouvrages de génie civil d'Europe. Des décennies à venir, les équipements d'appui et de la machine se trouveraient sur 8 sites de surface de 4 à 10 hectares chacun, découpés dans la nature, reliés par un tunnel, par des puits de 15 mètres de large, plongeant dans d'immenses cavernes creusées à 240 mètres sous terre. Si ce projet devait se concrétiser, le chantier, dont la durée se compte en décennies et cumulerait des gravats en millions de mètres cubes, aurait un impact considérable sur toute la région en raison du trafic généré par des engins de chantier. Ah merde. Je me demande si je me suis pas un peu planté sur la tonalité là. Je vais reprendre. Le futur collisionneur circulaire, projet titanesque du CERN, menace nos territoires, nos ressources et l'environnement. Pourquoi? En effet, le CERN évalue actuellement la faisabilité d'un nouveau collisionneur de particules. Mais non. Enfoui plusieurs centaines de mètres sous terre et long de 92 km, passant sous le lac et faisant le tour du Salève. Si ce projet devait se concrétiser, le chantier dont la durée se compte en décennies cumulerait des gravats de millions de mètres cubes et aurait un impact considérable sur toute la région en raison du trafic généré par des engins de chantier et l'évacuation des matériaux.
l'impact environnemental serait également significatif au niveau des écosystèmes locaux. Le coût exorbitant de l'entreprise et le bilan carbone particulièrement élevé. Loin de vouloir remettre en cause l'existence du CERN ni sa contribution à la science, le collectif Co-Cerné s'interroge sur la pertinence d'un projet d'une telle envergure. À l'heure où notre vie sur la planète est menacée par l'effondrement de la biodiversité et le changement climatique. Bon, c'est un peu flippant tout ça. T'as changé de ton d'un coup. Ouais, Qu'est-ce ouais, qui s'est passé, Mireille? Moi qui m'inquiétais déjà de mes valises sous les yeux. David, tu veux bien, s'il te plaît, nous aider à découvrir ce qui a donné le déclic à nos invités du jour? Alors oui, nos invités du jour, bienvenue à Lisbeth, Brigitte et Rémi. Je vais vous poser une simple question, enfin plusieurs petites questions en fait. C'est le déclic, c'est un petit peu bancal. C'est notre nouvelle façon d'en connaître un peu plus. C'est une manière différente de présenter les invités. Des questions éparses, des réponses clic-clac du tac au tac, sans pression, pas de tabou. Première question, qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit, Lisbeth? Je voulais m'occuper d'enfants. Très bien. Et en fait, je me suis occupée de moutons puisque j'étais éleveur de moutons. Voilà. Merci. Et puis, c'est la même chose. Voilà. Quasiment. C'est la même Quasiment. chose. Ils sont doux pareils. Et toi, Brigitte? Moi, je voulais juste être libre de me promener dans la nature. Ça a marché? Tu nous raconteras? On verra. Joker. Rémi? Moi, j'habitais tout près d'une rivière qui s'appelle la London, qui est une rivière principale dans le pays de Gex. Et puis, j'habitais au pied du Jura. Donc, j'étais attiré par les carrières et grimpé au sommet de la crête du Jura. Donc, je suis devenu géologue. Les cimes et les cailloux. Les cailloux et les ammonites, ouais. Donc ça, c'était un petit peu vos rêves d'enfant. Je ne vais pas masquer à tous nos auditeurs que vous avez tous des cheveux peut-être blancs, en tout cas en train de le devenir. Donc j'imagine que vous êtes probablement en âge d'être à la retraite. Mais qu'avez-vous fait pendant vos années d'activité professionnelle, dirait-on? Moi, j'étais donc éleveur-sélectionneur au niveau des moutons sur la Haute-Savoie et j'étais famille d'accueil. Très bien. Voilà. Okay. Moi, j'ai été chercheuse fondamentale, directrice de recherche au CNRS. Très bien. Et puis, je passais la moitié de mon temps à faire ce que j'aimais, c'est-à-dire vagabonder dans les montagnes. Tu as trouvé une bonne excuse pour aller vagabonder. Ah non, c'était pas dans le cadre de mon travail. Bon, alors, non, ça va. Je m'échappais. Et Rémi? Eh bien, moi, je suis devenu géologue. On a tout fait pour m'empêcher de le devenir, inclus les conseillers aux études, au lycée, ce qui m'a motivé encore plus pour le devenir. C'est souvent les faits. Mais j'avais aucune idée en étudiant la géologie ce que j'allais devenir plus tard dans la vie. Je suis arrivé à devenir géologue pendant 40 ans. Et alors, petite dernière question, parce que vous faites tous partie du collectif Co-Cerné et on va bientôt en parler. Quel a été le déclic pour faire partie de ce collectif à travers vos différentes expériences? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes motivé pour ce projet? Moi, j'ai toujours fait partie d'actions, d'associations liées à l'environnement et puis aux finances, donc à TAC et puis non au gaz de schiste. Et on s'est retrouvés en octobre 2023 à une réunion à Annemasse, organisée par Noé 21 et qui nous a présenté le projet. Donc, j'ai tout de suite adhéré à cette association. Moi, j'ai lutté toute ma vie pour faire une recherche fondamentale qui soit libre, indépendante, lutter contre les lobbies et surtout sobre et au service de l'humanité. Comme je vous l'ai dit, j'adore la nature, donc quand on la touche, ça me met un peu en colère parce que je trouve que si on touche à la nature, on détruit aussi l'humanité. Là, on est à peu près d'accord. Il y a une standing ovation là au bistrot des Tilleuls. Donc, Rémi, rebondis après ça? Eh bien, moi, j'ai fait partie de la première association de protection de l'environnement du pays de Gex, 1974. Et ceux qui avaient créé cette association, c'était des physiciens du CERN. Parce que les locaux, ils avaient une génération ou deux de retard. Par contre, les physiciens du CERN avaient pris conscience très tôt que des problèmes environnementaux, en partie causés par le CERN, étaient responsables de la dégradation de notre environnement. Belle preuve de lucidité. Agnès? Moi, j'aimerais bien remettre un peu de contexte pour que tout le monde sache bien de quoi on parle. Donc, quand on parle de collisionneur circulaire, de quoi il s'agit et à quoi est-ce que ça sert? Alors, en fait, il faut peut-être revenir sur l'origine du CERN. Ça a été créé en 1954 dans le noble but d'assurer la collaboration entre les États européens pour une recherche sur le nucléaire, mais purement scientifique et fondamentale. Donc le CERN est un organisme de recherche fondamentale. Et ça a été créé dans une société qui était quand même traumatisée par l'envoi successif de 2 bombes atomiques. Et donc, ils avaient envie de remettre
la recherche fondamentale, c'est-à-dire les connaissances du nucléaire pour le bien de l'humanité, c'est-à-dire pour des recherches civiles. Et c'est pas pour rien que le CERN se situe en Suisse ? En fait, il se situe en Suisse, mais le CERN était constitué d'États membres. Et actuellement, il y a 24 États membres, il y a 10 États associés, ils appellent ça, et il y a 4 États observateurs. Donc, il y a les États-Unis, l'UNESCO, la Communauté européenne et le Japon. Donc, c'est un gros truc. Je voudrais juste ajouter qu'au départ, donc, le CERN, étant donné qu'il doit assurer la collaboration de tous les chercheurs de tous ces pays, il met à disposition, en fait, il mutualise des outils. En fait, donc il construit et il exploite des accélérateurs de particules qui sont en fait c'est des accélérateurs actuellement circulaires qui envoient des faisceaux de particules dans chaque sens, en direction opposée, afin qu'ils se heurtent violemment. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des collisionneurs de particules. Et au départ, on avait des engins tout à fait à l'échelle humaine. Le premier devait faire 15 mètres de circonférence. Ensuite, on est passé à 600 mètres. Ça, c'était en 57. Un petit peu plus tard, à 600 mètres. Et puis, tout d'un coup, ça a commencé à sortir des murs. Et jusqu'à arriver au LEP, qui était un accélérateur, un collisionneur électron-positron, qui faisait quand même 27 km de circonférence à cheval sur la France et la Suisse. Et c'est ce même LEP qui a été déménagé et réaménagé pour faire un accélérateur, un collisionneur de hadrons. C'est des particules composites. Donc cet accélérateur de hadrons, c'est le LHC, Large Hadron Collider, qui est actuellement en usage. Et donc là, il y a un projet de collisionneur qui est beaucoup plus grand, parce que Mireille, tu disais 92 km de long. Pourquoi pas garder le collisionneur actuel ? Alors au départ, le collisionneur, le FCC, c'est le futur collisionneur circulaire. Alors le premier but de ce FCC n'est absolument pas fondé, parce que ce serait une usine à boson de Higgs. Et on n'a pas du tout besoin de ce tunnel gigantesque pour faire une usine à boson de Higgs. Mais l'idée, c'est, si on le fait maintenant, il sera fait pour plus tard, c'est-à-dire pour faire le FCC-HH, hadron, collisionneur de hadron, qui vise à aller vers les beaucoup plus hautes énergies pour, c'est pas moi qui le dis, c'est la présidente du CERN, les physiciens et les physiciennes l'espèrent, découvrir des particules de plus haute énergie qui permettront d'élaborer de nouvelles théories. Ça, en 2070. En 2070. Voilà. Mais on n'a encore pas la technologie pour le faire, le FCC-HH, parce qu'on ne dispose pas encore de la technologie pour réaménager le FCC-EE en FCC-HH. Donc, peut-être qu'on aura creusé le tunnel pour rien, puisque pour l'usine de boson de Higgs, on n'en a pas besoin. Et puis, par contre, on ne pourra peut-être pas réaménager en FCC-HH. Donc, assez simplement, on veut construire un outil pour fabriquer un truc, on ne sait pas si ça existe, et que pour ce qu'on sait qui existe déjà, on n'en a pas besoin. Pour faire une usine à boson de Higgs, on n'en a pas besoin. Ils sont très optimistes, je trouve. Mais ça doit représenter un budget considérable en plus. Alors non, la première partie, parce que donc on refait le projet du FCC. Il a été demandé parce que celui qui est à l'heure actuelle, le LHC, il est en fin d'exploitation en 2041. Donc, c'est pour ça qu'ils envisagent donc un nouveau... on leur a demandé aux scientifiques de savoir quel outil ils voudraient utiliser par la suite. Donc, ils ont découvert ce fameux projet-là de mise à l'étude. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'ils voudraient faire, c'est la première phase, c'est 2045-2060. Il faut un collisionneur, donc EE. Et après, ils arrêtent tout, ils le démontent entièrement, et ils en refont un qui démarrerait en 2070, qui est le fameux FCC-HH. Prenez des notes sur les acronymes parce qu'il y a un contrôle à la fin. Oui, mais c'est ça. C'est terrible. C'est très français. C'est très français. Et en fait, il semblerait que le financement serait de 15 milliards pour la première partie et de 19 milliards pour la deuxième partie. Mais bon, ça, on verra bien, la suite le dira.
C'est un futur lointain, avec Oui, beaucoup puis, d'incertitudes. On parlait de roubles, hein, on est bien d'accord? Oui. Ouais, d'accord. Bon, ça va alors. Je suis rassuré. I'm spinning round, spinning on the spinning wheels, driving around my mental like I needed a deal. Wheels turn faster as I turn my heel, losing parts quicker than I can deal. Told you, baby, told you just how I feel. Living on this planet feels so unreal. People all around me are standing still. Then you ask questions like I like to spill. Don't you have some time to kill? Wasting time on me, too much appeal. Beautifully swallow, my heart's hollow. I'm leaving now, baby, so please don't follow. Speeding down the freeway in Mercedes now. Don't you wish you could get a look at me now? Skin is glowing daily, fleek our eyebrows. Look around the faces looking at me now. Now I walk around this planet for some hearts to steal. My own went down the garbage just last year. My mama's broken inside the ER. What's right now? I don't know who you are. Never thought I'd let it go this far. Catatonic in the front seat of my car. My friends have all abandoned me, they're barking up a different tree. My boyfriend's kinda over me, my clothes are ill-fitting. Catastrophizing, fantasizing, and all that all probably just overthinking. I want it all. I want it all. C'était court, mais c'était cool. Spinning, d'une jeune artiste états-unienne qui se cache derrière le pseudonyme The Higgs Boson. Un titre délicat pour entamer cette playlist placée sous le signe de la science. Merci Greg, c'était parfait. Je crois qu'il est temps d'écouter maintenant la chronique de Jacques. Oui. 1, 2, 3, 4. Ok, bon, écoutez, ce que je propose, c'est qu'on n'a qu'à dire qu'on annule complètement cette discussion. Vous allez m'en dire des nouvelles. KGB Radio. Camarades, KGBistes, Cerné, bonsoir. En pensant à nos invités d'aujourd'hui, j'ai eu cette question, ce doute qui m'a habité. Est-ce que c'est défendable qu'une lutte, si légitime soit-elle, s'oppose à la recherche scientifique ? Parce que bon, j'ai été élevé en lisant Léonard le Génie, la BD. Et oui, je lisais déjà de dangereux magazines islamo-gauchistes wokistes, à savoir Pif Gadget. Donc Léonard le Génie BD de Turc et de Groot. Et je m'identifiais assez bien aux disciples dont la devise est « Je sers la science et c'est ma joie ». Mais pour continuer dans les citations fondatrices, il y a le fameux « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme » de ce bon vieux Rabelais. Et non, ce n'est pas un sujet du bac de philo et vous n'avez pas 4 heures. Il est toujours délicat en ces temps où les scientifiques et leurs études sont tellement remis en question, où les faits qu'ils décrivent, le réchauffement climatique, la pollution par les microplastiques, la corrélation entre cancer et produits phytosanitaires, l'absurdité de la notion de race chez les êtres humains, le fait qu'il n'y a pas de vague migratoire en Europe, que les violeurs ne sont pas des étrangers mais au contraire des proches, que les femmes conduisent mieux que les hommes, que... Tous ces faits scientifiques sont transformés en opinions contre lesquelles on peut simplement dire qu'on n'est pas d'accord, alors qu'on n'a pas à être d'accord ou pas d'accord avec des faits. Il est délicat, disais-je, en ces temps où les scientifiques sont attaqués de toutes parts, de remettre en question un projet de recherche scientifique. Mais ici, ce n'est pas le projet de recherche qui est mis en cause. C'est l'impact des infrastructures qu'il nécessite sur le vivant, l'eau, les populations humaines. C'est l'absence d'alternative envisagée. C'est la certitude avec laquelle ce projet avance, sans douter, questionner. Or, le doute, le questionnement, est à la base de tout esprit scientifique, créatif ou démocratique. Ce qui n'est pas sans poser de soucis, par ailleurs, comme le soulignait notre bon vieux pote Bukowski, lorsqu'il disait que le problème avec le monde, c'est que les gens intelligents sont pleins de doutes et les imbéciles pleins de certitudes. Dans ce monde en accélération dans lequel nous sommes, où les réponses doivent être immédiates, les idées marketées et calibrées, où la vision à long terme disparaît sous l'acquisition du pouvoir à court terme, dans ce monde où on oublie que la première chose à faire pour essayer de le comprendre, ce monde, c'est le contempler, le laisser nous déporter du centre où, par orgueil, nous nous plaçons toujours, le contempler pour voir notre insignifiance et pourtant notre participation à sa beauté. Pour terminer cette chronique pleine de citations, je voudrais vous lire un poème de l'immense poète turc Nazım Hikmet, inspiré de la traduction de Hasan Güre.
qui contient à la fois cette contemplation, cette beauté du monde, notre insignifiance, qui doivent être à l'origine de toutes nos luttes. Poème de Nazim Hikmet qui chante non pas la victoire, mais la lutte elle-même, en elle-même, pour la vie. Lutte pour laquelle aucune reddition n'est possible. Voilà, je suis dans la clarté qui s'avance. Mes mains sont pleines de désir. Le monde est beau. Mes yeux ne se lassent pas de voir les arbres si pleins d'espoir, les arbres si verts. Un sentier s'en va à travers les mûriers. Je suis à la fenêtre de l'infirmerie. Je ne sens pas l'odeur des médicaments. Les œillets ont dû fleurir quelque part. Et voilà, mon amour, et voilà, être captif, là n'est pas la question. La question est de ne pas se rendre. Vous êtes définitivement sur KGB. It's the power to arouse curiosity. Tu dis des bêtises. KGB Radio. Merci mon Jacques pour cette belle chronique. Étant moi-même intimement persuadé que les imbéciles sont pétés de certitude, j'en étais sûr. Peut-être que j'ai dit une bêtise. Je vais plutôt laisser la parole à mes invités, à nos invités, et vous demander est-ce que vous aviez une réaction par rapport à la chronique de Jacques, qui est extrêmement riche. Alors on peut rebondir sur ce qu'on veut, hein. Brigitte. Alors, moi, je ne peux qu'abonder, parce que la recherche fondamentale, c'est une quête de l'inconnu, c'est une magnifique aventure humaine qui date de la nuit des temps, parce qu'en fait, chaque être humain est un chercheur fondamental, mais elle permet de constituer pierre après pierre un socle de connaissances pour l'humanité. Et ce socle est constitué avec objectivité et rigueur et remise en doute permanente. C'est un rempart contre les dictatures, contre l'obscurantisme, contre les dictatures religieuses, capitalistes, enfin tout quoi. Dogmatique. Voilà. Oui, exactement. C'est le premier mot qui me cherchais vient. le nom, voilà, c'est très bien. Et cette aventure, elle n'est pas belle parce que les êtres humains sont beaux, elle est belle parce que la tâche est immense. C'est-à-dire qu'un être humain, il ne va jamais arriver à décrypter les lois de la nature. J'entends par nature le tout. Parce qu'environnement, j'aime pas ce mot. Il n'y a rien qui nous environne, on en fait partie. On est tous faits des mêmes atomes. On fait partie de la nature, on en est une infime petite partie. Et donc, on essaie, l'être humain, depuis qu'il est là, il essaie de comprendre quelles sont les lois qui régissent la nature. Il convient d'être humble, sobre, c'est-à-dire on étudie les signes que nous envoie la nature. Des accélérateurs de particules, il y en a plein l'univers, et ils sont 100 millions de fois plus puissants que ceux qu'on ne pourra jamais faire. Standing ovation pour Brigitte. Et décidément, c'est ta soirée. Agnès. Et quand on parle du TCC, donc, on parle d'un impact considérable. J'imagine qu'il y a un impact visible et invisible sur l'environnement, nous compris. Donc, par rapport au FCC, pour l'impact, ce qui est important de savoir, c'est contrairement à ce qu'on entend dire tout le temps, c'est que c'est un tunnel. On parle toujours du tunnel du FCC, mais malheureusement, ce n'est pas qu'un tunnel. Tous les 12 km, vous allez avoir 2 puits ou un puits, ça dépend. Mais il y aura au total 14 puits, donc tu l'avais dit au début de l'émission. Et il y a d'immenses cavernes, ça descend dans d'immenses cavernes où on peut mettre la cathédrale de Bourges dedans. C'est vraiment des immensités incroyables. Et pourquoi on fait ça ? Et puis beaucoup de tunnels. Donc les impacts, c'est tout ce qui est des gravats, tout ce que tu as dit au début. Donc j'ai plus rien à redire. À part que, non, c'est très bien, justement, mais on réinsiste sur le fait qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas quoi faire de ces gravats, qui sont 75% de la molasse, 95% de la molasse, et qui vont être mis dans toute la région Rhône-Alpes. Bon, on peut peut-être les mettre dans la cathédrale de Bourges. Voilà, exactement. Et puis, donc après, on a tout le problème de la consommation de l'eau, aussi bien pour la consommation au niveau de la construction. Là, je parlerai plutôt de la construction, qui demande beaucoup d'eau puisqu'il faut du bétonnage, il faut de l'eau pour le forage, il faut de l'eau pour les camions. Après, il y aura tout le problème des
des centrales à béton, il y aura tout le problème du pillage des ressources au niveau de tout ce qu'on va mettre dans l'aménagement déjà l'acier qui va être amené pour faire les cathédrales, pour faire tous les bétonnages. Et là, un acier qui correspond dans un premier temps à 12 tours Eiffel, par exemple. L'idée, c'est ça. Et dans la deuxième partie, ça sera 30 tours Eiffel. Donc c'est énorme quand on pense aux camions qu'il va falloir mettre sur les routes pour transporter tout cet acier. Et puis, il y a déjà tous les camions que tu avais dit tout à l'heure pour les matériaux excavés. Et il y a les fameuses 160 hectares d'emprises agricoles qui sont aussi extrêmement importants. Et après, on peut aussi penser à tous les problèmes de la santé, aussi bien de la santé, de la pollution chimique, que la pollution sonore, que la pollution des poussières, que de toute la pollution qui entoure un chantier. Voilà. Et là, je vais laisser la parole à Rémi, qui va nous parler des impacts sur l'eau, les risques. Et juste avant, vu qu'on a un géologue sous le coude, même s'il est bien trop grand pour être sous mon coude, parce que tout ce tunnel, tout ce qui est excavé comme ça des profondeurs, la vie du sous-sol, ce qui se passe dans le sous-sol, nous, êtres humains normaux, non géologues, on ne sait pas trop ce qui s'y passe dans ce sous-sol. Alors tu vas sans doute venir dessus avec l'eau, mais aussi la vie qui s'y trouve. Et puis il y a l'autre question très bête qui me vient, c'est qu'on est dans une région sismique et que du coup, comment ça tient tout ça ? Je vais commencer par parler des problèmes sismiques. C'est vrai que sur une partie de la circonférence, nous sommes à quelques kilomètres d'une faille active qui s'appelle la faille du Vuache, ou chez vous, je crois que vous l'appelez la faille de Silingy. Chez vous. C'est une faille régionale active. Le dernier séisme d'importance, même au niveau français, au niveau intensité, c'est 1996. Donc cette faille, elle est orientée est-ouest ou nord-ouest, sud-est. Et il y a tout un réseau de failles parallèles qui sont de la même famille et qui peuvent être activées sur un nouveau séisme. Quand il y a un tremblement de terre, ça veut dire que la faille bouge. Ça veut dire qu'il y a une partie de la faille qui bouge, soit verticalement, soit horizontalement, soit une composante des deux. Donc ces choses-là, à l'échelle géologique, mais à court terme, parce qu'on parle de dizaines d'années, il y aura un nouveau séisme demain ou dans 30 ans. Pour les problèmes d'eau, il y a différents problèmes. Il y a les problèmes, une fois que le CERN est en activité, il faut refroidir les aimants. Donc ils vont pomper de l'eau sur les circuits existants en surface, c'est-à-dire l'Arve, le lac Léman et le Rhône sur la région de Pougny, Vulbens, Pougny, proche du Fort l'Écluse. Donc là, il faudra que la France et la Suisse donnent leurs accords. De l'eau, pour l'instant, il y en a beaucoup. Les glaciers n'ont pas encore totalement fondu, mais quand on parle de 2075, les glaciers, il n'y en a bientôt plus. C'est-à-dire qu'on va manquer d'eau pour les systèmes de refroidissement dont le CERN a besoin. Tu veux dire que le système... Pendant quelques mois de l'année, donc juillet, août, septembre, octobre. Et après, on aura peut-être des pluies diluviennes comme on les connaît dans le sud de la France. Le système, il a été bâti, pensé avec les ressources actuelles et qui sont des ressources qui sont en train d'un petit peu de se casser la gueule, quoi. L'étude de faisabilité qui est censée avoir été terminée au mois de mars de 2025, qui n'est pas encore terminée parce que les forages sont toujours en cours, il y a eu du retard avec les autorisations, surtout sur Suisse, devra traiter de ces problèmes-là. Ensuite, le problème de l'eau, c'est que les besoins en énergie pour le CERN vont venir d'une centrale nucléaire qui n'est pas très loin, là, le budget. Donc il y a eu des accords entre la France et la Suisse pour réglementer le niveau du lac Léman, mais il y aura moins d'eau et aussi il y a un problème de température. Donc pour préserver la biodiversité, il y a certaines températures qui ne peuvent pas être dépassées et il y aura moins d'eau. Donc en 2075, on a un vrai problème. C'est pour ça que ce projet, à long terme, il y a des incertitudes majeures. Et on en parle tous les jours. Voilà. Et pourquoi le faire à cet endroit-là ? C'est surtout pour
comme il y a des infrastructures existantes, le CERN existe depuis 70 ans, donc il y a une économie de coûts, mais le tunnel, dans sa circonférence actuelle, on ne peut pas le faire plus grand ni plus petit. Donc comme par hasard, c'est la taille idéale de ce qu'il nous faut pour ce que nous cherchons, alors que nous ne savons pas ce que nous cherchons. Pour le LEP et le LHC, nous savions qu'on cherchait la preuve de l'existence des bosons de Higgs. La théorie avait prédit l'existence de ces particules. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on cherche. On est dans l'incertitude dans beaucoup de domaines. Moi, je voulais juste rebondir sur le fait que quand tu dis ça peut être ailleurs, il me semble que c'est ni ici ni ailleurs, parce qu'il y a le référent de recherche fondamentale, le CNRS, c'est le plus gros organisme de recherche publique en France, et il a une renommée mondiale, et c'est lui qui est référent pour le CERN pour la France. Et donc, on a quand même un comité d'éthique au CERN qui dit que déjà, toute attaque au vivant est considérée comme une atteinte à l'éthique de la recherche fondamentale. Ce comité d'éthique existe depuis 1994. Mais en 2022, on a rajouté à ce comité d'éthique un article 43 qui élargit ce concept à l'environnement. Et je vous lis, le COMETS, c'est le comité d'éthique du CNRS, estime d'abord que la prise en compte des impacts environnementaux de la recherche doit être considérée comme relevant de l'éthique de la recherche, au même titre que le respect de la personne humaine et de l'animal d'expérimentation. Il y a un sous-chapitre qui dit « Le monde de la recherche doit ainsi se demander dans quelle mesure le fait d'utiliser ou de développer tel grand équipement, jumeaux numériques, accélérateurs de particules, grands calculateurs, ou de travailler sur telle thématique, biologie, etc., est susceptible d'engendrer des impacts néfastes pour la biosphère, de conforter à moyen ou long terme des modes de production et de consommation non durables. » Et bien du coup, quand on lit, après que tu nous aies lu tout ça, du coup, si le comité éthique est entre guillemets contre du fait de ces articles, qu'est-ce qui pousse au cul comme ça autant pour que finalement on décide de faire cette chose-là? Alors il y a eu un symposium à Venise en 2025 pour étudier la stratégie pour la recherche des particules, pour en gros valider ou pas le FCC. Et il y a quand même eu pas mal de voix dissonantes. Et notamment, il y a un chercheur polonais qui a dit... Alors, j'aimerais bien lire ce qu'il a dit parce que ça m'ennuie de... Bon, enfin, en gros, on m'en voudra pas si je n'ai pas tout à fait juste, mais en fait, il dit que Fabiola Gianotti, qui est la directrice générale du CERN, a dit que ce serait un projet à la hauteur de la grandeur du CERN. Et lui dit, moi, je ne veux pas d'un projet comme ça, moi, je veux un projet de recherche fondamentale, et il me semble que dans ce cas, la recherche passe au deuxième plan. Et puis, il y a aussi le fait que la recherche fondamentale, c'est quand même la recherche de l'inconnu. Et la recherche de l'inconnu, par définition, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc, il faut être capable de bifurquer à tout moment. Et là, on va tracer une voie pour tous les chercheurs de physique des particules jusqu'en 2100, en 2100 à peu près. Donc ça, Pierre Joliot disait, on ne peut pas faire ça. Et moi, je continue sur ma lancée avec un deuxième morceau sur le thème de la science, plus électro que disco, et pourtant le titre s'appelle Disco Science, du français Mirwais.
Et après ce petit goût acidulé de la fin du XXe siècle, il est temps, en parlant de chimiste, non, c'est pas de ça dont je parle, de passer la parole à David. 1, 2, 3, 4. Je pense là depuis des années. Et encore sans compter les jours fériés. Ça va, ça bosse dur? Non. I'm ready. KGB Radio. C'est pour ton bien. C'est certain que dit comme ça ne donne pas trop d'espace à la remise en cause. Cette légère et sempiternelle expression en apparence bienveillante engage celui qui sait et cherche à convaincre, voire imposer, et celui qui ne sait pas, et se doit d'entendre l'argument choc ainsi énoncé. Et ce dernier ne peut être entendu au final que si l'on est en droit de se poser la question, il n'y a pas un intérêt autre entre nos deux protagonistes. Personnellement, je peux très facilement admettre, sans tourner en rond plus que ça, que je ne sais pas, Mireille, que j'ignore, que je crois savoir et que je me trompe même souvent parfois. Alors, pas surtout, que l'on s'entende bien. J'ai quelques opinions, connaissances, certitudes qui tiennent à peu près la route tant bien que mal et me semblent justes pour avancer dans un monde de guingois, en tout cas pour y trouver certains appuis et ne pas frôler la fission mentale. D'ailleurs, c'est justement ces mêmes certitudes qu'il convient malgré tout de savoir remettre en question, au bon moment, sereinement ou au forceps, ne serait-ce que pour les contredire ou les affirmer encore mieux. Quoi qu'il en est, on ne peut que constater que dans certains champs, il convient de s'en remettre aux experts, spécialistes et autres sachants, pour mieux connaître les tenants et les aboutissants de chaque question. Le domaine scientifique et la recherche fondamentale, diamétralement opposés à mon champ de compétences personnelles, en font probablement partie, soit. Et ce n'est que reconnaître que l'information neutre, explicite, scientifique, l'éducation, l'expérience sont les bases de notre société et permettent de ne pas tourner en rond, justement, et de toucher du doigt ce que nous nommerons là le progrès. Malheureusement, et je ne voudrais pas tomber dans une forme de complotisme vulgaire, force est de constater que pour accepter cette collision de points de vue et un potentiel changement de trajectoire d'idées, la relation sous-jacente doit obligatoirement s'appuyer sur de la confiance, de la bienveillance, plutôt que sur une relation d'autorité et de pouvoir, et ce, encore plus, lorsqu'il s'agit de questions sociales et politiques à grande échelle. Et que lorsque le débat ne se résume pas au simplissime « mange ta soupe, c'est pour ton bien, Greg ». Petit clin d'œil complice. Revient donc sur la table la question de l'intérêt de ceux qui poussent vers ce que d'autres nomment les grands projets inutiles et imposés. Alors pour être honnête, je ne connaissais même pas l'expression avant de me renseigner. J'avais cru comprendre qu'il s'agissait de projets controversés comme le réveil matin, les fraises en décembre ou le trou du bouchon des stylos Bic. Non, que nenni. On cause en fait, par l'acronyme GE2I, de ces projets qui n'ont aucun intérêt, voire sont contre-productifs pour l'environnement, la société civile. Et si l'expression n'est pas très connue du grand public, à mon avis, les projets qu'elle dénonce, eux, le sont beaucoup plus. On parle par exemple de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, du barrage de Sivinst, du Lyon-Turin, de la ferme des 1000 vaches, ou même, du FCC, futur collisionneur circulaire. Alors j'entends déjà les clameurs du fond de la salle. Mais c'est Curie, Einstein et Newton qu'on assassine. Le progrès est là, voyons, sous tes yeux, tout comme les avancées de notre société et de ces jeux du cirque toujours plus haut, plus fort, plus vite. Sauf que la petite voix du tréfonds de mes synapses ne cesse de répéter en boucle « Est-ce que tout ceci en vaut la chandelle ?» Et même lorsqu'elle prend sa voix de criquet insomniaque, à qui donc profite le crime? Parce que oui, j'arrive difficilement à me persuader qu'on va lancer des travaux de plusieurs milliards, sur plusieurs décennies, uniquement pour mettre un nom sur la plaque à l'entrée du labo à professeur X qui a découvert les origines de l'univers. Forcément, il y en a au moins un qui doit se dire qu'on pourrait rajouter en petit avec les bénéfices défiscalisés et intérêts cumulés engrangés de Vinci et associés. Je ne dis pas que c'est important, que ce n'est pas important, l'origine de l'univers, ou même l'emploi, le dynamisme économique, la croissance. Mais j'avais cru comprendre que l'on pouvait aussi, de temps en temps, orienter le curseur ailleurs. En tout cas, si je me fourre le doigt dans l'œil, et que tout ceci est véritablement désintéressé, mea culpa. J'étais loin de me douter que le lobby scientifique était si puissant, alors vivement que le lobby de l'éducation, le lobby des hôpitaux et le lobby de la culture fassent de même. Bref, réfléchissons. Indignons-nous, renseignons-nous, informons-nous et transmettons sans imposer ni chercher à convaincre. Changeons d'idée aussi quand cela s'avère être nécessaire, car éduquer, c'est aussi une occasion de s'éduquer soi-même, mais toujours de manière désintéressée et objective, et en gardant cette lueur et ces valeurs qui nous animent. Luttons local pour un bienfait global, parce que si nous ne le faisons pas, d'autres le feront, avec de toutes autres ambitions. En d'autres mots, n'ayons pas peur ni des grands combats, ni des petites batailles, et tâchant de nous sentir plus concernés que consternés. It's the power to arouse curiosity. Tu dis des bêtises. KGB Radio. Putain, j'ai bafouillé. Ça s'appelle une chronique au forceps. Ouais, un petit peu, ouais. Ça s'appelle une chronique de cet après-midi. Waouh. On peut la réécouter en tout cas. On pourra la réécouter en podcast. Oh là là. On peut la réécouter, mais oui.
de cet après-midi, mais t'étais large. J'étais large. Du coup, est-ce que savoir est toujours un premier pas vers le progrès? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez 4 heures. Savoir, arrête. Alors, est-ce qu'on peut juste se contenter de savoir, quoi? Ah ben oui. Enfin, moi, je pense que actuellement, ce qu'il faudrait, on pourrait élargir les connaissances, les mettre au service de l'humanité. Nous, on a aussi un devoir en tant que chercheurs, c'est de diffuser les connaissances. Ça, on l'oublie souvent. De les diffuser, de les mettre à la portée des gens. C'est-à-dire, nous, d'être assez clairs dans notre esprit pour pouvoir simplifier les choses, mais de façon rigoureuse. Et ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Par contre, le progrès... Bon, moi, si le progrès, c'est faire de l'armement, non, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Mais hélas, quand il y a des applications, parce que nous, chercheurs fondamentaux, on n'est pas responsable des applications. On met les connaissances, mais n'importe qui peut s'appuyer sur ces connaissances pour développer des applications. Et Oppenheimer, il disait, si c'était pas moi qui avais mis le point final pour la bombe atomique, quelqu'un l'aurait mis. Mais c'est après la société à pas être dans un état lamentable pour faire que, en premier lieu, ce seront des applications militaires, et ensuite les miettes iront à la santé ou à des choses plus louables. Mais souvent, les premières applications, elles sont militaires. Parce qu'on ne mettrait jamais autant d'argent pour, par exemple, faire des examens médicaux qu'on en met dans le militaire. On a les miettes pour les examens médicaux. Et comment est-ce qu'on questionne ce genre de projet dans le cadre du FCC? Est-ce qu'il y a des discussions possibles avec le CERN? Comment est-ce que vraiment on peut remettre en question En fait, on a beaucoup de mal à discuter avec eux. On a vraiment l'impression d'être censurés. Là, il y a eu une soirée d'Alternativa inaugurale le 1er septembre à Genève. Le maire de Genève est venu, a fait un discours très bien. Mais la veille, il a reçu quand même un coup de fil du CERN. L'université de Genève a su aussi un coup de fil parce qu'ils nous prêtaient la salle. Et puis le porte-parole du CERN est venu et a parlé à la fin de la réunion. Mais ce n'est pas une discussion. Lisbeth? Je dirais qu'en tant que citoyenne, moi je réagis en tant que citoyenne, et des citoyens qui ont des élus et qui doivent prendre des décisions par rapport à ce projet. Donc on a quand même pas mal de maires sur toute la circonférence, là, les 91 km, et qui ont eu qu'une vision très, 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 très édulcorée du projet. Donc, actuellement, tout le monde semble pour, comme ça, hein, mais en fait, ils sont pour un projet qu'ils ne connaissent pas. Et ça, c'est un véritable problème. Et je pense que si on veut choisir, si on veut que les citoyens choisissent et quand il y aura il faut qu'ils soient réellement informés. Et moi, c'est ce que concerner, la motivation de concerner, c'est celle-là. C'est exactement de reprendre tous les dossiers du CERN et puis d'informer au mieux le public, les citoyens. Après, on a un problème en France, c'est qu'il faut que ça soit la CNDP, la commission de débat public, qui vient d'être saisie par le CERN, qui informe la population et fasse des débats. Et ça sera qu'après 2026, après les élections municipales. Or, ça nous pose vraiment question. Voilà. Et actuellement, hier, j'ai vu un agriculteur qui a ses 4 hectares qui sont impactés par le projet, par l'émergence, et il n'a jamais vu personne du CERN, et on est venu sans arrêt sur ces terres. Il a été averti que par arrêtés préfectoraux. Et comme nous, on ne va jamais devant les mairies voir les arrêtés préfectoraux, en fait, personne ne sait rien du tout. Je voudrais juste ajouter une petite chose, c'est que la Commission nationale du débat public, dans ses textes, dit que pour tout projet, elle est alertée pour un projet de plus de 460 millions d'euros. Là, on est largement au-dessus. Mais dans les documents de la CNDP, il est bien assuré
qu'on doit d'abord discuter du pourquoi, c'est-à-dire est-il opportun de faire un projet pour la société avant de discuter du comment. Or là, il y a déjà eu une étude, ce projet est dans les tuyaux depuis plus de 10 ans et l'étude de faisabilité a coûté 100 millions d'euros d'argent public pour un projet dont la société n'a pas dit si elle estimait qu'il était valable pour elle. Je vais rajouter quelque chose. Parmi ces 100 millions, le coût total prévisionnel, je pense que ça dépassera les 100 millions, 20 millions ont été prévus pour faire des forages et pour évaluer les risques hydrogéologiques. En tant que géologue, étant donné qu'environ 15 puits sont terminés, ces puits sont verticaux, les failles dans les roches ou dans les masses sur plusieurs centaines de mètres de profondeur, elles sont quasiment verticales. Donc certains puits ont été forés, mais ils ne vont pas apporter une solution aux risques qu'ils étaient censés résoudre. Pour les problèmes d'eau, c'est un autre problème. Le tunnel existant, le LHC, anciennement le LEP ou LEP, comme elle disait, ce tunnel de 27 km de circonférence produit de l'eau depuis plus de 40 ans. Personne ne mentionnait l'existence de cette eau qui est rejetée en surface depuis le tunnel depuis 40 ans. On en a parlé pour la première fois à une réunion publique à Saint-Julien-en-Genevois, et le porte-parole du CERN ignorait tout ceci. À la limite, il disait que je disais des mensonges, quoi. Donc, si on n'avait pas parlé des problèmes d'eau à cette réunion, aujourd'hui, personne ne parlerait des problèmes d'eau. Et il y a un puits géothermique qui se situe sur Suisse, à Satigny, qui est à l'intérieur du futur tunnel, la circonférence de 91 km. Et ce puits est capable de produire 7500 m3 par jour. C'est de l'eau tiède, 33 degrés. Et on dit l'eau vient du pied du Jura. Elle vient du Jura, mais moi je sais exactement de quelle rivière il s'agit. C'est des rivières qui sortent, c'est des résurgences karstiques qui sont à Thoiry. Et les études hydrogéologiques que j'ai pu consulter ne mentionnent pas ceci. Ils disent l'eau vient du Jura. Donc c'est incomplet. Et le tunnel va passer entre la source qui est au pied du Jura et ce forage qui a été fait sur Suisse. Donc le tunnel va intersecter cette faille, et cette faille, on ne sait pas si elle est étanche ou pas. Et le programme de délinéation, de forage et de sismique, tel qu'il est prévu aujourd'hui, ne va pas permettre de résoudre cette incertitude majeure. Donc à la limite, on peut forer un tunnel, et l'eau va peut-être venir, mais peut-être pas tout de suite, elle viendra peut-être 5 ans après. Vous voyez, on va construire une voûte soi-disant étanche, mais comme la pression sur cette zone dont je parle est capable de monter à 30 bars, c'est l'équivalent d'une colonne d'eau de 300 mètres d'auteur ou d'épaisseur, l'eau fait son chemin, lentement. Ça peut prendre plusieurs années. Et des quantités énormes d'eau peuvent s'écouler dans le tunnel. Donc on ne sait pas pourquoi on fait le collisionneur, et en plus on ne sait pas si on pourra le faire. Oui. Waouh. Mais ça va coûter cher, ça c'est sûr. Mais l'étude de faisabilité est sur le point d'être terminée, bien que le programme de forage ne soit pas terminé. Donc, quels que soient les résultats des forages, le projet se fera. Je ne sais pas si j'ai été compréhensible ou pas. En partie. C'était très clair. Putain, cet impact direct sur l'eau, mais on a peu parlé de l'impact direct aussi sur les exploitations agricoles, sur les gravats qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va les mettre. C'est pareil, on part sans savoir ce qu'on va faire des choses, quoi. Il y a des négociations en cours, mais à notre niveau, on ne sait rien. C'est au niveau étatique, donc tripartite, le CERN, la Suisse et la France, limitrophes. Donc c'est la préfecture, les services de l'État, etc. Les maires, ouais. Certains maires. C'est vrai que vraiment, on ne sait pas grand-chose, à part nous, ce qu'on lit sur les dossiers. On essaye de bien regarder. On rencontre donc des spécialistes hydrogéologues et tout. Mais actuellement, j'ai rencontré hier quelqu'un qui m'a parlé d'un BTP qui me dit mais c'est une catastrophe environnementale et économique parce que on va déplacer des gros problèmes au niveau des gravats. On est déjà saturé sur la Haute-Savoie et on va transporter tout ça vraiment trop loin. Et on va avoir des problèmes aussi de saturation des routes. Enfin, et nos élus n'ont pas suffisamment d'éléments à l'heure actuelle pour pouvoir
travailler sur le sujet, quoi. Et il faudrait qu'on puisse les informer beaucoup mieux. Suite et fin de notre voyage musical et scientifique avec un titre plutôt explosif. Antimatter Man de Man or Astreman. Ça fait beaucoup de man. Moi, j'ai une dernière question pour nos invités. Qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs et auditrices qui voudraient rester informés ? Donc, d'aller sur le site de Co-Cerné, co-cerné au pluriel.com, et vous avez toutes les informations. Et il y a une pétition à signer. Et nous espérons que vraiment, cette pétition, elle prenne de l'ampleur. On est à plus de 6000, mais on aimerait bien que ça prenne beaucoup d'ampleur. Et on aimerait aussi que si vous avez l'occasion de trouver une salle, on vient. On a des diaporamas, on a suffisamment de monde dans notre équipe pour tenir toute une soirée d'information, parce que vraiment notre but, c'est d'informer, pour mieux choisir après. Comptez sur nous. Il y a aussi Noé 21, côté suisse, et Co-Cerné Suisse, qui lutte avec nous. Et Noé 21, ils ont écrit un bouquin, Jean-Bernard Bilter, qui s'appelle le FCC au mépris du GIEC. Voilà. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur les impacts environnementaux. Oui, donc cet auteur, M. Bilter, a consacré beaucoup de son temps sur la consommation en énergie et le bilan carbone. Il faut dire que dans la deuxième partie du FCC, ce sera presque l'équivalent d'un réacteur nucléaire, la consommation. Donc l'équivalent de la consommation d'une ville de 500 000 habitants environ. Je n'ai pas les détails. Greg, à toi. Et je reprends le micro pour vous dire que c'est fini pour cette fois, que l'on va devoir se quitter. Mais je ne le ferai pas sans notre petit traditionnel massage de fin, où l'on remercie nos invités, Brigitte, Rémi et Elisabeth, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Remercier également les radios qui diffusent notre émission sur leurs ondes, Alto, Elébor, Semnose, Spoutnik et Clandé sur le web de l'Internet mondial. Si vous voulez en écouter plus, nos émissions sont disponibles
disponible sur Deezer et Spotify. Si vous voulez en savoir plus sur nous et ne rien rater de nos futures émissions, c'est Facebook et Instagram que ça se passe. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, ne prenez pas froid. Moi, je vais écouter de la musique sous un plaid, une bière à la main, au coin d'un fût. À bientôt. Banzai. C'est parti. Alors pour faire de la radio, on utilise des ondes électromagnétiques. J'aime bien la radio. Mais tout de suite, je laisse la parole à Didier pour une petite précision. Allez tout le monde, tout va bien, vous pouvez sortir. Reprenons la fiesta. Qu'est-ce que tu proposes? Je vais mettre la radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio.